C'est Atomius et Jean-Mi. Il y a des jeux qui vous font revivre l'histoire et d'autres qui préfèrent la réécrire. Napolinica, style Magic, c'est exactement ça. On part d'un cadre très reconnaissable, l'époque napoléonienne, ses armées, ses formations, ses champs de bataille. Mais on vient y injecter quelque chose de plus sombre, de plus brutal. Ici, les lignes d'infanterie ne sont pas exclusivement composées de soldats traditionnels. Il y a des créatures, des forces corrompues, des choses qui déplacent complètement le cadre historique. On est sur une version prototype que l'éditeur m'a fait parvenir pour que je puisse vous parler du jeu. Ce sera une présentation très rapide du jeu, de ses grandes mécaniques, sans explication détaillée, et je vous donnerai également mon avis. Le jeu a connu une campagne de financement participatif qui a réussi. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour le Pledge Manager et donc le Let's Pledge. On est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs, qui peut se jouer en solo grâce à une extension, avec des parties entre 60 et 90 minutes. Le jeu est édité par Moon Games, avec un système qui s'appuie sur des figurines et de la stratégie ainsi que de la tactique très prononcée. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu ne propose pas seulement des affrontements directs. Il repose sur le timing, sur la gestion des ordres, avec un système très malin où vous allez activer vos unités en piochant des ordres dans un sac. Les figurines sont exceptionnellement belles pour celles que j'ai vues. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est une expérience vraiment stratégique et tactique qui peut se jouer, comme je vous disais, donc en solo, en campagne. Vous allez pouvoir construire vos armées. Il y a aussi des scénarios prédéfinis. Le jeu est très riche, avec un contenu de très grande qualité. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà donc avec le jeu. Donc là, c'est une version prototype que m'a fait parvenir l'éditeur afin que je puisse vous parler du jeu. La campagne a été financée. Vous aurez en description le lien de la vidéo pour le Pledge Manager. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un prototype. Il y a des éléments. J'ai utilisé des proxys pour jouer, pour pouvoir vous en parler. Je vais pas vous montrer les proxys que j'ai utilisés qui sont pas de très grande qualité, mais c'était vraiment pour pouvoir vous parler des sensations en jeu et de comment tout s'articule. Je montrerai un petit peu également les figurines. J'ai pas eu le temps de les monter sur les socles. Elles seront pas comme ça, hein, ne vous en faites pas là. C'est vraiment pour le prototype. Donc ça m'a permis de jouer plusieurs parties et de découvrir comment le jeu fonctionnait, de ses différentes mécaniques et ses tenants et ses aboutissants. Dans Napolinica, Style & Magic, est un jeu de stratégie qui propose une vision alternative de l'époque napoléonienne. Mais ici, on ne parle pas simplement de bataille historique classique. Le jeu mélange directement deux univers. D'un côté, les armées impériales qu'on connaît, de l'autre, des éléments fantastiques comme la magie ou des créatures telles que les centaures et les wolfen. Ce mélange crée un cadre assez particulier où les affrontements ne reposent pas uniquement sur la discipline militaire ou la puissance des troupes, mais aussi sur des capacités spéciales et des effets surnaturels. On se retrouve donc avec un jeu qui conserve une base stratégique, mais enrichi par des mécaniques qui viennent complètement modifier la manière d'aborder les combats. Le jeu propose plusieurs manières de jouer, et ça va déjà influencer l'expérience. Le mode le plus accessible, je pense, est celui des scénarios. Ici, tout est cadré, les terrains, les conditions de victoire et parfois même les armées. C'est clairement le point d'entrée idéal pour comprendre comment fonctionne le jeu sans se perdre dans trop de paramètres. Il existe aussi un mode tournoi qui change complètement l'approche. Les joueurs construisent leur armée librement et les parties s'enchaînent dans une sorte de campagne compétitive. Chaque résultat a un impact sur la suite, ce qui ajoute une dimension de progression et de planification sur plusieurs parties. Il y a un mode solo, j'ai beaucoup lu mais j'ai pas pu l'essayer, qui propose une expérience différente. Le joueur affronte seul les forces du chaos avec une progression structurée, des événements et un objectif final. On est ici sur quelque chose de plus narratif, avec une montée en puissance progressive. Globalement, l'objectif du jeu est simple, collecter plus de points de victoire que son adversaire. Ces points peuvent être gagnés en remplissant des objectifs spécifiques ou en détruisant des unités ennemies. Il existe une condition de victoire immédiate. Si toute l'armée adverse est éliminée, la partie se termine instantanément. Ce qui est intéressant, c'est que selon le mode de jeu choisi, la manière d'obtenir des points peut varier. Parfois, il faut contrôler des zones, d'autres fois, ce sera surtout de l'élimination. Avant même d'entrer sur le champ de bataille, il y a une étape très importante, la construction de l'armée. En effet, chaque joueur commence par choisir une faction qui va définir les unités disponibles. Ensuite, il compense son armée en respectant la limite de points. Chaque unité a un coût, et certaines sont limitées, notamment les unités uniques. Il faut aussi obligatoirement inclure un commandant qui devient une pièce centrale de l'armée. On peut également ajouter des détachements à certaines unités, pour leur donner des bonus ou des capacités supplémentaires. Une fois les armées prêtes, on prépare le champ de bataille sur cette carte. Le jeu se déroule, comme vous le voyez, sur des grilles hexagonales. Vous allez placer également différents types de terrains. Certains scénarios imposent une configuration précise, mais il est aussi possible de créer ses propres cartes. Vous allez avoir le plus souvent en haut et en bas des zones de déploiement. Vous allez placer vos unités, et si un joueur a trop d'unités, certaines restent en réserve pour arriver plus tard. Avant de parler des actions, il faut comprendre les ressources du jeu. Chaque joueur dispose d'une pochette contenant des jetons d'ordre. Ces ordres sont utilisés pour activer les unités et effectuer des actions. Ce sont ces jetons-là. Ils sont tirés aléatoirement, ce qui introduit une paire d'incertitudes, c'est-à-dire que vous allez en placer dans votre sac, comme ceci, et vous les tirez pour activer les différentes unités. En parallèle, chaque faction possède un deck de cartes de manœuvre. Ces cartes permettent de modifier les actions, d'améliorer les attaques ou de réagir au mouvement. Vous voyez là, j'ai les deux decks. Je vais montrer un peu les cartes.
On a donc un mélange entre planification et adaptation permanente. La partie se déroule en plusieurs rounds, chacun structurant en 4 phases. Préparation avec les ordres, gestion des renforts, affrontement, puis remise à zéro partielle. Cette boucle donne un rythme très lisible au jeu. Chaque round commence par une phase très stratégique. Les joueurs découvrent les cartes de renfort. Vous avez le deck ici, et ce plateau, bien entendu, et ces cartes-là. Ils vont venir ici. Puis ils vont se disputer l'initiative. Ce choix est important, car le leader va influencer le rythme du tour. Ensuite, chacun récupère des ordres qu'il garde cachés. À ce moment-là, tout repose sur l'anticipation, la gestion de ressources et la lecture de votre adversaire. Ici, vous voyez, vous avez une reinforcement track aussi. Car les unités perdues ne sont pas immédiatement éliminées du jeu. Elles passent par un système de renfort qui permet de les récupérer progressivement. Cette récupération est lente et limitée. On ne peut pas reconstruire une unité d'un coup. Cela force donc à jouer avec des unités affaiblies, à gérer le timing de leur retour. La phase de bataille est le cœur du jeu, c'est ici que tout se joue. Les joueurs alternent les actions en activant leurs unités ou en jouant des cartes. Chaque activation permet de déplacer, attaquer ou se reposer. Mais attention, chaque action consomme des ressources et accumule de la fatigue. Plus on agit, plus on s'épuise. Vous voyez un petit peu les unités, je vais vous les montrer quand même. Vous voyez, c'est vraiment... J'adore la direction artistique. Donc comme je vous dis, elles ne seront pas comme ça. Je sais que j'ai pas eu le temps, moi, de les monter. La fatigue est une mécanique centrale. Une unité trop sollicitée devient moins efficace, jusqu'à ne plus pouvoir agir du tout. Le joueur doit donc constamment choisir entre exploiter une unité au maximum ou préserver cette unité. C'est un équilibre permanent. Les combats, eux, reposent sur les dés, mais aussi sur de nombreux modificateurs. Les cartes, les capacités, le terrain, tout peut influencer le résultat. Il est possible de relancer les dés, d'ajouter des effets ou de réagir en défense. Le système mélange donc aléatoire, contrôle ainsi qu'adaptation. Bien entendu, le terrain que vous voyez, donc il y a aussi des hexagones que vous allez mettre qui permettent de modifier le terrain. Certains éléments vont bloquer les déplacements, d'autres offrent des avantages défensifs ou empêchent les attaques à distance. Le positionnement devient aussi important que les actions elles-mêmes. Lorsqu'une unité est détruite, elle disparaît définitivement et rapporte des points. Certaines unités, comme les commandants, valent encore plus. Cela crée une pression constante. Ici, vous avez les cartes d'unités. Vous voyez, avec différentes valeurs qui représentent vos unités avec leurs caractéristiques. Et la faction. Vous avez aussi ces screens qui vous permettent de cacher les informations comme les ordres, ce genre de choses, avec tout qui est rappelé. Sur les cartes d'unité, vous retrouvez des éléments comme la capacité d'attaque, le type d'attaque, le mouvement, la résistance et son coût pour la construction d'armées. Mais c'est surtout ces cartes qui définissent les capacités spéciales des unités. Certaines sont permanentes, d'autres doivent être activées, souvent au prix de ressources comme la fatigue. Pour les dés dont je vous parlais, qui résolvent les combats, chaque type de dé correspond à une probabilité de réussite différente. Cela introduit une part d'aléatoire, mais qui reste contrôlée par les caractéristiques des unités et les effets utilisés. Les cartes permettent de réagir à différentes choses, comme je vous disais également. Plusieurs types de jetons que vous voyez ici permettent de compléter le système. La fatigue limite les actions des unités, la corruption pour certaines factions, les marqueurs de leader poursuivent l'initiative. Chaque élément sert à suivre un aspect précis du jeu et contribue à la lisibilité globale. Certaines unités, celles qui sont marquées uniques, elles sont soumises à des restrictions. Leur nombre dépend du total de points de l'armée et il est impossible d'avoir plusieurs fois la même figurine unique. Cela introduit une forme de rareté. Ces unités sont probablement les plus puissantes ou plus spécialisées, mais elles ne peuvent pas être utilisées sans limite. Un élément obligatoire est le commandant. Aucune armée ne peut être jouée sans lui, mais surtout il a une importance particulière. S'il est éliminé, l'adversaire gagne des points supplémentaires. Ce qui est intéressant dans la structure du tour, c'est qu'il a une montée en puissance, une montée en intensité. Ça permet de créer un rythme dans la partie. Au début du round, les joueurs sont dans une phase de réflexion. Ils anticipent, ils organisent, préparent leurs actions. Puis progressivement, la tension monte jusqu'à atteindre son maximum pendant la phase de bataille où tout se joue. Ensuite, la pression redescend légèrement avec la fin de ronde, avant de repartir sur un nouveau cycle. Ce va-et-vient, qui est très dynamique, donne du rythme à la partie. Chaque round commence donc par la phase d'ordre. Et si aucune unité ne bouge encore à ce moment-là, c'est déjà une phase extrêmement stratégique. C'est ici que les joueurs vont préparer leurs ressources, anticiper le tour à venir et surtout déterminer qui va prendre l'initiative.
Vous allez révéler les cartes renforts ici. Elles sont visibles par les 2 joueurs avant toute décision, ce qui est très important. Ensuite, vous allez déterminer l'initiative. Chaque joueur choisit une carte de manœuvre à jouer secrètement pour tenter de rapporter l'initiative. Donc ces cartes-là, hein. La carte avec la plus haute valeur de leadership l'emporte. Donc pour gagner l'initiative, il faut sacrifier une carte. Et c'est cette carte, c'est une ressource précieuse qui ne sera pas disponible pour la suite du tour. Ça vous propose un vrai dilemme. Vous avez aussi une carte, qui est donc la décoille tactique. Concrètement, ça vous évite de sacrifier une carte importante, mais on laisse l'adversaire prendre potentiellement le contrôle du tour. Et contrairement aux autres cartes, celle-ci revient toujours dans la main du joueur. C'est un outil très flexible. Ensuite, les joueurs vont piocher leurs jetons d'ordre dans la pochette. Le nombre de jetons dépend de la carte Escalade choisie. Ce sont les cartes que vous mettez là. Ces ordres sont gardés cachés derrière votre écran, d'où l'utilité bien entendu. L'adversaire ne connaît pas leur couleur, seulement leur quantité. C'est introduit une part d'incertitude. On sait combien de ressources elle possède, mais pas exactement lesquelles. Cela va vous permettre d'ajuster vos ordres. Vous pouvez dépenser des ordres pour en piocher de nouveau et répéter cette opération. Par contre, chaque joueur doit avoir exactement 17 jetons dans son sac. Ce nombre ne change jamais pendant la partie. Cela garantit un équilibre global, mais oblige aussi à gérer ses ressources avec précision. Donc ensuite, c'est la phase de renfort. Les unités ne disparaissent pas immédiatement lorsqu'elles subissent des pertes. Les figurines retirées du champ de bataille sont placées sur le plateau renfort. Elles progressent progressivement vers leur zone de retour. À chaque phase de renfort, toutes les figurines avancent d'une ligne. Vous voyez en fonction de l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie, et bien entendu, votre commandant ici. La récupération est automatique, mais elle est lente. Même lorsqu'une figurine atteint la zone de déploiement, il y a une restriction. L'unité ne peut être renforcée que d'une seule figurine par phase. Par exemple, si vous avez une unité qui est composée de 3 figurines, que vous en perdez 2, vous pouvez en rajouter qu'une seule à chaque phase. Les cartes de renfort, celles qui ont été révélées au début du tour, vous voyez, comme ceci. D'ailleurs, vous avez sur ce plateau les différentes phases qui sont rappelées. Le leader choisit en premier une carte, puis l'autre joueur choisit parmi celles restantes. Ces cartes permettent d'appliquer différents effets, souvent liés à la récupération des unités ou à l'obtention de ressources. Il y a vraiment une question de tempo qui est très bien pensée et très bien fait. La phase de bataille, elle, se déroule de manière alternée. Le leader commence, puis les joueurs jouent chacun leur tour, en enchaînant des actions, jusqu'à ce que les deux décident de passer. Ce fonctionnement est très important. On n'est pas dans un système où un joueur fait tout son tour pendant que l'autre attend. Ici, chaque action est immédiatement suivie par une réponse possible de l'adversaire. À chaque tour, un joueur doit effectuer au moins une action principale. Il peut en faire jusqu'à 2, et plus des actions gratuites éventuellement. Mais il a aussi la possibilité de passer. C'est là que se crée une vraie tension. Car passer trop tôt, c'est laisser l'adversaire agir librement. Attendre trop longtemps, c'est risquer de gaspiller des ressources ou de s'exposer. Les actions principales sont les suivantes. Le joueur peut jouer une carte de manœuvre orientée action, activer une unité sur un champ de bataille ou décider de passer. Activer une unité permet d'agir concrètement sur le terrain, jouer une carte pour modifier la situation ou créer un avantage ponctuel. En parallèle, le jeu repose l'action gratuite qui permet d'ajuster ses ressources. Ces actions coûtent des ordres et permettent notamment de piocher une nouvelle carte ou de relancer des dés. Ce sont des outils d'optimisation. Je vous rappelle, à chaque fois que vous allez consommer des ordres, donc ceux-là, ils sont récupérés qu'à la fin du tour. Cela signifie que chaque décision a un coût immédiat, mais aussi un impact sur la suite de votre tour. Au fur et à mesure que la phase avance, les options des joueurs diminuent. Les cartes sont utilisées, les ordres sont dépensés, les unités accumulent de la fatigue. Le jeu crée donc une pression progressive. Dans la phase de bataille, la plupart des actions passent par l'activation des unités. C'est le moment où une unité va réellement agir, se déplacer, attaquer, se reposer. Pour activer une unité, un joueur doit dépenser un ordre correspondant à sa valeur d'activation. Je vous rappelle, tout est rappelé sur ces cartes-là, ainsi que les capacités. Une fois l'ordre dépensé, il est placé directement sur une unité. Il sert de marqueur et reste en place jusqu'à la fin du round. L'unité peut être activée plusieurs fois dans le round. C'est là que ça devient intéressant, parce que chaque activation supplémentaire a un coût, la fatigue. Si une unité reçoit un nouvel ordre alors qu'elle en a déjà un, elle gagne immédiatement un point de fatigue avant d'agir. Cela signifie que plus vous utilisez une unité, plus elle s'épuise. La fatigue n'est pas juste un délai, elle limite directement les capacités. Lorsqu'une unité est épuisée, elle ne peut plus se déplacer, plus attaquer, elle ne peut même plus reculer normalement. Sa seule option devient alors le repos. Le repos permet à une unité de retirer toute sa fatigue. Il y a une condition importante, l'unité ne doit pas avoir d'ordre placé sur elle. Cela vous propose un vrai système de gestion. Cela crée un équilibre très intéressant entre utiliser l'ennemi plusieurs fois, d'un avantage immédiat, mais augmente le risque de le rendre inutilisable après. Une fois activée, l'unité peut attaquer, se déplacer, combiner déplacement et attaque, ou se reposer. Pour l'attaque, vous commencez par la déclarer. Le joueur annonce quelle unité attaque, quelle est sa cible, quel est le type et quel type d'attaque est utilisé. Cela va vous permettre de fixer le cadre du combat. Avant même de lancer les dés, le joueur attaquant peut encore une fois jouer une carte de manœuvre pour améliorer son attaque. Il peut choisir d'utiliser l'effet principal de la carte ou simplement le bonus d'attaque.
Une fois les effets appliqués, on passe au cœur du système, le lancer de dés. Le nombre de dés dépend des caractéristiques de l'unité et peut être modifié par des cartes ou des capacités. Grâce à certaines ressources, vous pouvez relancer les dés, mais chaque dé ne peut être relancé qu'une seule fois, et certains résultats ne peuvent pas être modifiés du tout. Cela empêche les abus et maintient une part d'incertitude. Vous voyez, vous avez c'est de très bonne qualité aussi, que moi j'aime beaucoup. Vous allez également pouvoir faire des critiques au moment du lancer. Au niveau des symboles, certains infligent des dégâts, d'autres provoquent un recul, certains n'ont aucun effet. Les dégâts, eux, sont simples à lire. Chaque point de dégâts correspond à la perte d'une figurine. Car comme vous voyez, j'ai pas tout sorti, parce que j'avais rangé. Parce que vous pouvez vous retrouver avec des unités. Donc là, c'est vraiment pour donner un exemple. Il y a tout qui est encore un peu dans les boss que j'ai rangé depuis ma dernière partie, mais j'ai sorti du matériel pour vous montrer tout ça tout de même. Si vous avez, par exemple, une unité qui est composée de 3 figurines, chaque point de dégâts, ça en enlève une. C'est très simple à gérer. Et donc elles sont retirées et renvoyées vers le renfort. L'unité peut choisir de subir de la fatigue pour réduire les dégâts. Par contre, si une unité perd toutes ses figurines, elle est détruite, elle disparaît du champ de bataille, et l'adversaire gagne des points de victoire. Chaque unité possède une valeur de mouvement lorsque vous la déplacez. Lorsqu'elle est activée, elle peut se déplacer à un certain nombre de cases, égales ou inférieures à cette valeur. Vous avez des contraintes de terrain, des limitations, si cela est déjà occupé, bien entendu. Les plaines sont les zones les plus simples. Il n'y a pas de restriction, ce sont des zones neutres. Vous avez des forêts que je n'ai pas placées. Lorsque vous rentrez dans une forêt, vous devez vous arrêter immédiatement. Vous avez des collines, cela vous donne des positions intéressantes pour tenir une ligne. Vous avez des rivières, qui sont des obstacles beaucoup plus contraignants. Ils sont infranchissables sauf via des ponts. Pour vous résumer, le terrain, il influence les déplacements, les lignes de vue, le combat et même le rythme de la partie. L'unité est détruite lorsque toutes ces figurines sont perdues. C'est une disparition définitive. Lorsqu'une unité est éliminée, elle disparaît complètement du champ de bataille. Mais surtout ne peut plus être récupérée via le système de renfort. C'est une perte définitive. Et chaque unité détruite rapporte des points à l'adversaire, et certaines unités, comme les commandants, remportent encore plus. Cela crée des priorités très claires. Je vais un peu vous parler des cartes, car bien entendu, on a survolé les actions de base, activer, se déplacer, attaquer, mais ces actions ne suffisent pas à elles seules à définir le jeu. Ce qui va vraiment donner la profondeur aux affrontements, ce sont les cartes de manœuvre. C'est un outil tactique central. Chaque faction possède son propre deck. Ces cartes ne sont pas génériques, elles reflètent le style et la spécificité de la faction jouée. Le gameplay ne repose pas uniquement sur les unités, mais aussi sur les cartes disponibles. Elles ne servent pas toutes au même moment, cela leur donne une polyvalence très bienvenue. Certaines cartes sont utilisées comme des actions. Dans ce cas, vous jouez la carte pour passer une action principale pendant le tour du joueur. Les cartes d'attaque interviennent directement lors des attaques. Elles sont jouées après la déclaration d'une attaque et avant le lancer de dés. Vous avez des cartes de réaction qui permettent d'être utilisées en défense. Lors du tour adverse, le joueur peut choisir une carte de réaction pour répondre à une situation précise. La decoy tactique, je vous en ai parlé. Les ordres, contrairement aux ordres, les cartes ne sont pas une ressource infinie. Elles sont piochées dans un deck et une fois utilisées, elles sont défaussées. Et surtout, la défausse n'est pas remélangée dans le deck. Cela signifie qu'au fil de la partie, les options diminuent. Et là, vous avez le maximum de cartes que vous pouvez avoir. Donc, il faut vraiment une gestion de sa main qu'il faut faire, qui est très intéressant, combinée aux différentes activations. Car les cartes permettent de compenser l'aléatoire. Elles peuvent modifier les résultats, ajouter des dés ou déclencher des effets spécifiques. C'est une ressource différente des ordres et des cartes. Elle ne sert pas à activer des unités directement, mais plutôt à déclencher des effets spécifiques, souvent plus puissants ou plus flexibles. Le joueur qui joue avec une faction qui a de la corruption, en recevant un début de partie, ce qui va lui donner accès à certaines actions. Bien entendu, la limite maximale de la corruption que vous pouvez avoir. La corruption permet entre autres d'améliorer certaines actions, de renforcer la récupération des unités. Contrairement aux ordres, la corruption n'est pas cachée. Elle est visible par les deux joueurs, ce qui signifie que chacun connaît le potentiel de l'autre. Cela introduit une asymétrie contrôlée mais très bien équilibrée, car la corruption reste encadrée, elle ajoute des possibilités sans changer les règles fondamentales. Le cœur du jeu reste le même, mais certaines factions disposent d'outils différents. Cela ajoute de la profondeur, la variété entre les factions et une gestion supplémentaire pour le joueur. On ne joue pas seulement avec des unités, mais aussi avec des systèmes propres à son armée. Pour gagner, le système principal repose sur les points de victoire. Tout au long de la partie, les joueurs accumulent ces points, principalement en détruisant des unités adverses. Chaque unité éliminée rapporte un point, tandis que certaines cibles plus importantes, comme les commandants, rapportent davantage. Dans certains modes, notamment les scénarios, les conditions de victoire peuvent varier. Il ne s'agit pas simplement de détruire l'armée adverse, mais aussi de remplir des objectifs particuliers, comme contrôler des zones, tenir des positions, accomplir des conditions spécifiques. Le deck qui a là, qui s'appelle le deck escalade, s'il est épuisé, la partie s'arrête ici. Cela correspond à une limite de round définie en début de partie. Vous n'arrêtez pas immédiatement, vous terminez le round en cours, puis vous comparez les points de victoire. Le jeu s'appuie vraiment sur une base très structurée. Construction d'armées en amont, une gestion des ressources pendant la partie, une alternance de phases qui rythme les décisions. Tout est organisé pour créer un cadre clair dans lequel les joueurs peuvent évoluer. Il y a une gestion constante. Une gestion des ordres, des cartes, de la fatigue et des pertes. Rien n'est gratuit, chaque action a un coût. Les combats sont dynamiques, les affrontements mélangent hasard avec les dés, contrôle avec les cartes et conséquences tactiques avec le positionnement. Pour montrer un petit peu des figurines, avant de continuer de vous parler de ce jeu fantastique.
et de ce que j'ai vu du solo, c'est très prometteur. Les affrontements mélangent hasard avec les dés, contrôle avec les cartes et conséquences tactiques avec le positionnement. Chaque combat devient une décision à part entière, pas simplement une résolution. Le jeu ne révèle pas toute sa profondeur immédiatement. Les bases sont accessibles, mais plus on avance, plus l'interaction entre les mécaniques devient importante. C'est un jeu qui se construit dans le temps. Il y a aussi des règles avancées que j'ai pas abordées ici. Entre les différents modes de jeu, les systèmes de ressources et les mécaniques spécifiques à certaines factions, Napoleonica Steel & Magic propose une expérience variée. On peut jouer de manière simple ou approfondir énormément le système. Le jeu repose sur un équilibre constant entre anticipation, adaptation et gestion des ressources. C'est cette combinaison qui définit toute expérience. Avant de passer à mon avis, si ce genre de vidéo vous plaît, si cela vous a aidé à découvrir le jeu, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela permet de soutenir le travail et de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous l'avez vu passer, est-ce que ça vous a intrigué? Est-ce que vous l'avez déjà pledgé? Moi je le trouve vraiment de très bonne qualité, mais vous allez voir ça avec mon avis. Ce qui ressort assez rapidement avec Napoleonica Steel & Magic, c'est une sensation de jeu très construite, presque méthodique, dans la manière dont il installe ses mécaniques et son rythme. Les premiers tours sont souvent calmes, presque prudents, on observe, on teste, on commence à comprendre comment les unités réagissent, comment les ressources circulent, et petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, la tension monte. La tension vient directement des systèmes de jeu. Les unités s'usent, les ressources diminuent, les options se réduisent, et chaque décision commence à peser un peu plus. On passe d'une partie assez posée à des moments où chaque action est réfléchie, presque retenue, parce qu'on sait qu'elle peut avoir des conséquences sur plusieurs tours. Ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est la cohérence entre le thème et les mécaniques qui est incroyable. On a souvent des jeux où plusieurs systèmes coexistent sans forcément bien s'imbriquer. Ici, tout semble connecté. Les ordres définissent ce qu'on veut faire. Les activations génèrent de la fatigue. La fatigue limite les actions. Les combats viennent exploiter ou sanctionner ces états, et les renforts viennent ensuite étirer les conséquences dans le temps. Il n'y a pas vraiment de rupture dans cette chaîne. Chaque élément alimente le suivant. Et du coup, on a une sensation assez fluide en jouant. On ne se bat pas contre les règles, on les utilise. Le jeu est extrêmement fluide malgré le nombre de règles qu'il propose. Le mélange entre thème historique et fantasy fonctionne particulièrement bien. Les éléments fantastiques ne viennent pas casser la logique du jeu. Ils s'intègrent dans des mécaniques existantes en ajoutant des possibilités supplémentaires. On reste toujours dans une logique tactique. La magie, les créatures ou la corruption ne transforment pas le jeu en quelque chose de chaotique. Elles enrichissent les choix sans déstabiliser le système. Ce qui marque également, c'est la qualité des décisions que le jeu propose. On est constamment en train de faire des arbitrages. Faut-il activer cette unité une fois de plus ou risque de l'épuiser? Faut-il utiliser une carte maintenant ou la garder pour un moment plus critique? Faut-il chercher le combat ou prendre une décision plus avantageuse? Et surtout, ces décisions ne sont jamais évidentes. Le jeu ne donne pas de solution claire, il laisse le joueur construire sa réponse en fonction de la situation. La gestion des ressources joue un rôle énorme dans cette sensation. Les ordres en particulier sont un système très intéressant. Le fait de les tirer aléatoirement, tout en pouvant les ajuster, crée un équilibre entre planification et adaptation. On peut prévoir certaines choses, mais jamais tout contrôler. Et ça oblige à rester flexible, à s'adapter en permanence, sans pour autant subir complètement le hasard. Les cartes de manœuvre viennent renforcer cette dimension. Elles ajoutent de la profondeur sans alourdir inutilement le jeu. Elles permettent de créer des moments clés, de modifier un combat, de surprendre l'adversaire. Mais comme elles sont limitées et qu'elles ne reviennent pas, leur utilisation demande une vraie réflexion. On n'est pas dans du spam d'effets, chaque carte jouée compte. Le système de fatigue est une réussite éclatante dans la manière dont il structure le rythme. Il empêche les abus sans bloquer le jeu. On peut pousser ses unités, mais pas indéfiniment. Et surtout, on le sent immédiatement sur le terrain. Une unité fatiguée devient moins fiable, moins réactive. Ça crée une forme de gestion naturelle, presque organique, où le joueur apprend à doser ses actions. Le terrain lui apporte une vraie dimension tactique. Il ne sert pas juste à voir visuellement les parties, il influence réellement les décisions. Bloquer une ligne de vue, ralentir un adversaire, sécuriser une position, tout ça passe par le placement. Et ça donne au jeu une profondeur supplémentaire, sans ajouter de règles compliquées. Le jeu peut demander un peu de temps pour être maîtrisé. Pas parce qu'il est difficile à comprendre, mais parce qu'il repose sur plusieurs systèmes qui interagissent. Il faut quelques parties pour bien comprendre le rythme, comprendre quand accélérer, quand ralentir, et comment gérer ses ressources efficacement. Mais très vite, le jeu devient encore plus naturel. Les phases s'enchaînent bien, les actions deviennent fluides, et on commence à vraiment profiter des choix proposés. La rejouabilité est simplement incroyable. Entre différents modes de jeu, la construction des armées, la variété des situations, il y a suffisamment d'éléments pour que les parties ne se ressemblent pas du tout. Même avec les mêmes règles, les dynamiques changent en fonction des choix des joueurs et du déroulement des combats. Ce qui se dégage au final, c'est que c'est un jeu qui privilégie la profondeur et la cohérence. Un jeu qui construit une expérience solide où chaque mécanique a sa place et un rôle. Et c'est ça qui le rend particulièrement intéressant et assez unique. Plus on y joue, plus on comprend comment les systèmes s'articulent et les décisions deviennent fines. Le jeu propose une expérience qui va parler à des joueurs qui aiment de prendre le temps de réfléchir, d'anticiper, de gérer leurs ressources et bien entendu qui aiment la confrontation. Dans ce qu'il propose, il le fait avec sérieux, constance et élégance. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu-là. Je suis tombé dessus par hasard, j'ai réussi à avoir un prototype pour pouvoir vous en parler.
J'invite vraiment à aller voir, c'est vraiment des passionnés qui sont derrière, on voit qu'il y a un vrai travail. Donc comme je vous dis, c'est vraiment une version prototype, j'ai même pas tous les éléments, j'en ai fait des proxys pour pouvoir vous en parler, j'ai envie de vous en parler, car vraiment l'éditeur, ça se voit qu'il est passionné, qu'il a envie que son jeu vive, et je pense que si le jeu fonctionne très bien, vous pouvez voir d'autres campagnes, c'est un jeu qui a un lore qui est très intéressant également, on a envie de se plonger dedans, d'aller découvrir plus sur l'univers. Je trouve qu'il y a le jeu a également une vraie identité. Donc c'est un peu différent des vidéos que je fais d'habitude où j'ai vraiment tout survolé en essayant de vous montrer quand même quelque chose, qu'on m'a dit que des fois je ne montrais pas assez. J'espère que cette fois je vous ai assez montré d'éléments. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Si le jeu vous attire, vraiment je suis curieux de savoir. Il y a même des canons aussi, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas montré. Vous avez de l'artillerie, vous avez plein de choses. Mais vraiment les factions se jouent vraiment différemment et ça, c'est un plus pour ce genre de jeu. Donc sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!